Bonsoir à tous, je suis Odile Mandagaran et je suis la présidente de l'association Phobie scolaire. Nous sommes heureux ce soir d'accueillir Hélène Denis. Le docteur Hélène Denis, qui est psychiatre pour enfants et adolescents au CHU de Montpellier, est auteur des ouvrages Traiter les troubles anxieux chez l'enfant et l'adolescent et la phobie scolaire sans question-réponse. Merci Hélène d'avoir accepté notre invitation. Je te laisse la parole. Merci Odile, merci Christelle, merci pour votre invitation. Voilà, on m'a demandé de parler de mon travail qui est un peu le travail de tout mon début de carrière de pédopsychiatre. Je vais un peu vous montrer ce que j'ai réussi ou plutôt ce qu'on a réussi à monter à Montpellier. Bien sûr, c'est un travail d'équipe. Alors pour être sûr qu'on va parler de la même chose, parce que vous savez tous que le mot phobie scolaire, le terme phobie scolaire ne veut plus dire grand-chose, en tout cas dans le domaine scientifique aujourd'hui. Donc moi, je parle de refus scolaire anxieux pour être la plus claire possible dans le domaine médical et scientifique. Mais je vais vous expliquer un petit peu mon concept. Donc, je vous propose de faire une présentation qui va peut-être durer 1 heure et puis après de répondre éventuellement à vos réactions ou à vos questions. Je vais avoir beaucoup de mal à répondre ou à m'arrêter s'il y avait besoin. Donc, il faut que les organisatrices me fassent signe s'il faut que je m'arrête ou s'il faut que je fasse quelque chose. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, justement, comme je vous le disais, je préfère vous donner la définition que moi j'utilise dans mes communications, mais aussi dans mon travail de tous les jours, quand je parle de refus scolaire anxieux. Donc, dans le domaine moderne, en tout cas de la pédopsychiatrie, on ne parle plus du tout de phobie scolaire. Pourquoi? Pour des raisons extrêmement historiques et théoriques. Phobie scolaire, ça serait comme si on avait une phobie de l'école, comme on a une phobie des araignées, une phobie de l'eau ou une phobie des ascenseurs. Or, c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est beaucoup plus oui, complexe, et ça intègre beaucoup plus de notions que seulement une phobie spécifique comme la phobie des araignées, par exemple. Donc, quand on parle de refus scolaire anxieux, la définition qu'on utilise le plus, en tout cas dans le domaine francophone, c'est la définition d'Ajuria Guerra, qui en 1974 a décrit cette catégorie de jeunes qui, pour des raisons irrationnelles, refusent d'aller à l'école et résistent avec des réactions d'anxiété très vives ou de panique quand on essaie de les y forcer. Donc, le terme refus scolaire anxieux, ça regroupe des jeunes qui présentent un ou plusieurs troubles anxieux au premier plan. Bien sûr, ils peuvent avoir d'autres pathologies sous-jacentes, mais les premiers diagnostics posés, ceux qui prennent le plus de place, ce sont les troubles anxieux. Et la particularité des refus scolaires anxieux sont des jeunes qui sont certes anxieux, mais qui, la plupart du temps, désirent retourner au collège ou désirent retourner à l'école en général et ont des ambitions scolaires. Ils ont des projets de vie, des projets d'orientation, en tout cas au début de leur trouble, quand ils ne sont pas totalement découragés sur leur parcours scolaire. Ils sont en général conscients de leur peur et aussi du côté irrationnel de leur peur, puisque quand on souffre d'un trouble anxieux, on a souvent des peurs exagérées, irrationnelles, voire même ridicules pour certains, en tout cas c'est ce qu'ils en pensent. Et donc ils sont assez fréquemment capables de nous dire ce côté ridicule de leurs pensées. Voilà, alors nous, dans notre façon de travailler, puisqu'on travaille en psychiatrie et on travaille avec d'autres unités, d'autres équipes, et puis aussi on communique et on essaye de faire de la recherche, il faut qu'on utilise des critères diagnostiques assez clairs, parce que sinon on pourrait parler de tous ceux qui ne vont pas à l'école. Alors là, moi, je ne vais pas parler de tous ceux qui sont absents de l'école, je vais parler d'une certaine catégorie, c'est-à-dire ceux qui refusent d'aller à l'école, et que cela conduit à une absence prolongée, voire une absence totale de l'école, mais qui présente aussi une détresse émotionnelle intense et anticipatoire, c'est-à-dire avant d'y aller, la veille d'y aller ou le matin d'y aller, qui se traduit par une peur excessive, des crises de colère, une tristesse ou des symptômes physiques inexpliqués. Tout ça pouvant être associé. Le refus scolaire anxieux, selon ces critères, c'est aussi le fait pour ces enfants de rester au domicile parental pendant le temps scolaire et non pas d'avoir des attitudes et des comportements antisociaux, c'est-à-dire des jeunes qui seraient dans la délinquance ou dans les sorties à des heures pas possibles, plutôt que d'aller à l'école. On ne parle pas de ce type de jeunes, ce sont des jeunes qui sont très anxieux
et qui n'arrivent pas à aller à l'école, mais le reste du temps, ils sont à la maison. Et les parents ont déjà fait beaucoup d'efforts de façon significative pour pousser leur enfant à fréquenter l'école. Voilà, donc les jeunes dont je vais parler aujourd'hui, ce sont des jeunes qui remplissent l'ensemble de ces critères-là. Alors, ces jeunes, ils souffrent d'un trouble anxieux ou de plusieurs troubles anxieux qui sont parfois compliqués aussi de troubles de l'humeur et la plupart du temps, il s'agit de dépression. Ce sont des jeunes tellement anxieux qu'ils se sont épuisés, ils se sont déprimés à lutter contre leur anxiété, voire à essayer de retourner à l'école, à essayer de faire face à tout ce qui leur faisait peur. Donc, ils sont parfois, et souvent pour ceux qui sont déscolarisés totalement, ils sont déprimés. Parfois, c'est associé à des troubles somatoformes ou des somatisations, c'est-à-dire des jeunes qui ont mal euh, quelque part et qui ont du mal à faire la part des choses sur l'origine émotionnelle de leur douleur. Donc, certains revendiquent d'avoir une véritable maladie qu'aucun médecin n'arrive à diagnostiquer, alors qu'en fait, il s'agit probablement d'anxiété. Mais ça peut être associé aussi à l'anxiété. Et puis certains, qui ne sont pas très fréquents dans ces critères diagnostiques, mais certains ont quelques petits troubles du comportement, notamment un trouble oppositionnel plutôt intrafamilial, et certains ont aussi un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Donc, on voit que ce sont des jeunes qui sont anxieux, déprimés, et certains avec quelques troubles du comportement. Donc, ça fait des tableaux avec des formes mixtes qu'on appelle, nous, en psychiatrie, troubles internalisés et troubles externalisés. Alors, malgré notre effort de catégoriser ce diagnostic de refus scolaire anxieux, ça reste quand même très compliqué parce que ça regroupe des jeunes avec des tableaux cliniques très différents. Certains voient leur refus scolaire anxieux apparaître de façon brutale, du jour au lendemain, alors qu'ils allaient plutôt très bien, il n'y avait aucun problème dans leur vie. Tout d'un coup, ils se mettent à ne plus réussir à aller à l'école, à être très anxieux à l'idée d'y aller. Et puis d'autres, c'est plutôt une forme insidieuse avec des difficultés pour aller à l'école depuis très longtemps et un absentéisme qu'on appelle, nous, perlé, qui va augmenter puis s'aggraver au fur et à mesure des années. Il y a aussi des formes avec des somatisations très importantes, c'est-à-dire des jeunes qui ont mal quelque part. Alors, l'endroit le plus fréquent de la douleur, la localisation la plus fréquente de la douleur chez ces patients avec des refus scolaires anxieux, c'est le mal de ventre. Vous savez que le ventre, c'est le deuxième cerveau. Donc, ils ont mal au ventre, très, très mal au ventre, à la limite de la crise appendiculaire. Donc, quelquefois, ça donne objet d'exploration médicale poussée, voire très longue, puisque ni le jeune, ni ses parents, ni les médecins ne vont pendant longtemps évoquer l'origine émotionnelle, voire psychologique de ces douleurs. Et c'est un peu la topographie de ces douleurs, ou plutôt la fréquence de ces douleurs, le fait que ça arrive le dimanche soir, la veille du retour de vacances, et alors que pendant les vacances, tout s'est bien passé, c'est un peu ça qui va faire évoquer le trouble somatique, les somatisations d'un refus scolaire anxieux. En tout cas, ce qui fait vraiment évoquer un refus scolaire anxieux dans des cas où il est difficile de le diagnostiquer, c'est que les signes, l'ensemble des signes, les signes de souffrance, de douleur, etc., n'arrivent que la veille du retour en classe, le dimanche, les veilles de rentrée, alors que le reste du temps, notamment pendant les vacances, tout va bien. Alors, certains ont des tableaux cliniques plus évocateurs avec de véritables attaques de panique quand on évoque l'école ou quand on est sur le chemin de l'école ou la veille de l'école. Mais certains sont tellement anxieux qu'ils vont être dans des états d'agitation majeure qu'on va avoir du mal à diagnostiquer en rapport avec ce refus scolaire anxieux pour les premières crises en tout cas. Et d'autres vont être tellement anxieux qu'ils vont être sidérés, statufiés, ils ne pourront plus bouger. Et puis certains vont être un peu plus dans l'adaptation et vont essayer d'user de stratégies parfois complexes pour mettre en place des évitements d'aller à l'école. Certains y vont, se font cliquer et puis se cachent dans un endroit du collège ou du lycée pour ne pas être repérés comme absents. Et puis certains, qui seront pour nous beaucoup plus faciles à repérer, vont verbaliser très facilement qu'ils ont peur d'aller à l'école pour telle et telle raison. Et ça, évidemment, du coup, on met moins de temps à les diagnostiquer. Donc, vous voyez que malgré notre effort de poser des diagnostics et des catégories diagnostiques assez claires, mais en fait, même à l'intérieur de cette catégorie diagnostique qu'on essaie de clarifier, il y a quand même beaucoup d'hétérogénéité dans ces tableaux cliniques. Alors, un petit peu pour vous illustrer
les refus scolaires anxieux qu'on rencontre, nous, assez fréquemment. J'ai pris quelques petits tableaux cliniques. Bon, j'ai pris des CM2 et des 6e, j'aurais pu prendre des 3e et des secondes, peu importe. Voilà, Marco est un jeune qui a peur d'être interrogé devant toute la classe, il a peur que les autres se moquent, il a peur de ne pas avoir la bonne réponse, il a très mal au ventre pendant des heures la veille de l'école, et quand on le rencontre, il est déscolarisé, il s'est déscolarisé progressivement, puis totalement. Mia, elle a peur d'être loin de sa maman, à qui on a découvert une maladie grave. Elle peut mourir d'un instant à l'autre, en tout cas c'est ce qu'elle a compris. Et donc elle a envie de retourner à l'école, mais elle n'y arrive pas, du fait de cette inquiétude pour sa maman. Du coup, quand on la rencontre, elle est déscolarisée de façon brutale et totale. Thibaut, lui, il a mal au ventre chaque veille d'école, et ça depuis très longtemps. Il pleure le soir et ne s'endort que très tard. Il ne sait pas pourquoi il a mal au ventre. Il n'exprime pas de peur. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il a peu de copains, et ça depuis longtemps. Et il n'est pas totalement déscolarisé. Il arrive un peu à y aller, mais enfin, c'est pas... C'est une fois oui, une fois non, ou 2 fois oui, 2 fois non. C'est ce qu'on appelle une déscolarisation perlée. D'autres exemples que j'ai pris dans les patients qu'on a rencontrés ces derniers temps, qui sont tous des 6e, mais c'est parce que j'ai choisi cette catégorie. On n'a pas forcément plus de 6e que d'autres classes. David, très, très à l'aise avec ses pairs, avec des attitudes de prestance. Pour autant, il a des difficultés scolaires que lui ne repérait pas forcément avant, mais les profs et les parents étaient assez au clair avec ça. Comme son anxiété, enfin en tout cas comme son anxiété, il ne repérait pas ses difficultés scolaires. Et par contre, la veille de retourner en classe les dimanches soirs, il se paralysait avec une envie de vomir majeure. Par contre, il n'exprime aucun stress. Il dit qu'il ne comprend pas du tout ce qui se passe, mais en tout cas, il n'arrive plus à aller au collège. Il est déscolarisé totalement quelques semaines après l'entrée en 6e. Mathéo, lui, il a des difficultés avec ses pairs. Il a eu des difficultés avec ses pairs l'année dernière, donc en CM2. Il s'était fait embêter. Et maintenant, il a peur de recroiser les jeunes qui l'ont embêté. Il a peur aussi qu'on lui pose des questions, sur le fait qu'il soit par moment absent. Et quand on le rencontre, il est totalement déscolarisé. Alma, elle a des relations sociales et une communication très compliquée avec ses pairs et avec les adultes aussi. Elle est vraiment très renfermée, très difficile de rentrer en contact avec elle. Elle ne regarde pas du tout dans les yeux et elle parle très peu. Quand on la rencontre, elle est aussi totalement déscolarisée. Soraya, elle a peur des notes assez clairement exprimées. Elle a peur de se faire gronder, de rater le bus, d'arriver en retard. On pourrait agrandir cette liste. Elle a en fait peur de beaucoup de choses, mais les premières peurs, ce sont celles-là. Et Mathilde, elle a vécu des violences conjugales en tout cas, elle a assisté à des violences conjugales entre sa mère et son beau-père. Ça lui a fait très peur et maintenant, elle a aussi peur de laisser sa mère à la maison, soit parce qu'elle est par moments seule, sa mère, soit elle est potentiellement avec son beau-père et elle a peur que ça puisse se reproduire et que sa mère soit en danger avec son beau-père. Par contre, cette peur se manifeste que quand elle est en classe et pas à d'autres moments. Voilà, bon, je pourrais vous en citer plein d'autres, des exemples tous différents les uns des autres, mais ayant comme point commun de ne plus du tout arriver à aller à l'école, puisque c'est ma spécialité, la déscolarisation totale. Alors, le diagnostic différentiel qui veut dire qu'est-ce qui n'est pas un refus scolaire anxieux selon la définition que j'utilise dans ma vie quotidienne et dans mon travail, c'est ce qu'on appelle en français de façon très peu jolie l'école buissonnière ou en anglais la truancy, c'est-à-dire des jeunes qui ne vont pas à l'école, certes, mais il n'y a pas d'éléments anxieux retrouvés, il n'y a pas de demande de poursuite de la scolarité de la part du jeune, il y a très peu d'investissement scolaire antérieur et surtout, il n'y a pas du tout de demande de soins, ce qui n'est pas du tout le cas des jeunes avec un refus scolaire anxieux. Ils sont la plupart du temps en demande d'aide. Et puis, ces jeunes avec cette déscolarisation très différente, ils ont souvent un trouble oppositionnel avec provocation à l'intérieur de la famille, mais aussi à l'extérieur, et éventuellement des troubles des conduites, c'est-à-dire des comportements déjà proches de la délinquance. Alors, revenons sur le refus scolaire anxieux tel que je le définis. Bien sûr, c'est une source de handicap majeur et de souffrance pour l'enfant, mais aussi, bien sûr, de tout son entourage.
et ça interfère avec la trajectoire développementale, éducative, scolaire et sociale, puisque un enfant qui s'arrête d'aller à l'école va arrêter les apprentissages ou une partie des apprentissages, mais aussi tout ce qui fait partie de la vie normale d'un enfant, d'un adolescent, c'est-à-dire la vie rythmée, la vie avec ses pairs, la vie avec des adultes, etc. etc. Donc, toute la trajectoire psychologique développementale est en arrêt, et plus cet arrêt dure, plus les conséquences sur le développement sont importantes. Alors, le pronostic, on a très, très peu de données sur le refus scolaire anxieux, et c'est ça qu'on essaye d'améliorer justement en catégorisant ce diagnostic. On va peut-être essayer du coup de faire des études et d'avoir des données sur ce trouble. Le peu de données qu'il y a dans la littérature dit que si on ne les prend pas en charge, le pronostic n'est pas très bon. L'absentéisme scolaire perdure et du coup, les troubles émotionnels s'aggravent. Ces jeunes qui sont déjà très anxieux et potentiellement déprimés vont encore plus se déprimer et éventuellement voir arriver d'autres troubles psychiatriques puisqu'ils n'ont pas de stimulation, de socialisation, d'apprentissage ou très peu. Donc, ils sont vraiment à risque de développer d'autres pathologies psychiatriques. Et bien sûr, le décrochage scolaire est en place, donc du coup, très peu de projets d'orientation professionnelle, donc des difficultés après à trouver sa place dans la société, des difficultés à être socialisés puisqu'ils ont passé beaucoup d'années, voire ils continuent à être isolés socialement. Et puis bien sûr, au tout début, mais aussi quand ça perdure, l'équilibre familial est très, très impacté par ce trouble. Excusez-moi. Alors, pour illustrer mon propos, je vous propose un extrait d'un reportage qui a été fait dans notre unité par des journalistes qui sont restés 8 mois avec nous. Je vous laisse découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas ce film, ce petit extrait. C'était juste avant les vacances de Toussaint. Et elle a fait un blocage total. Elle ne voulait absolument pas aller à l'école. Ça, le jour de la rentrée, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Ouais, je l'oublierai jamais. C'était terrible le jour de la rentrée. C'était terrible. Et donc, on a pris ça au début pour un caprice. Oui, un caprice où, disons, bon, voilà, en fait, on pensait que c'était un peu une crise d'adolescence qui commençait. Je lui dis tout ce qu'on attend d'un enfant, qu'il faut qu'il aille à l'école, en fait, les phrases bêtes qu'il ne faut surtout pas dire, quoi. Tout ce qu'il ne faut pas dire, je l'ai dit de toute façon. Mais là, je sentais il y a eu un choc en plus, parce que ça a été violent dans sa façon de me regarder, dans sa façon de me refuser ce que je lui demandais, quoi. Moi, j'ouvrais la porte, je lui dis si, tu t'en vas, tu es à la maison. Moi, j'appelle la police, ils viennent te chercher, ils t'amènent à l'école. Imaginez ce que ça peut être d'essayer d'habiller sa fille quand elle se débat et qu'on est deux, un qui la tient, l'autre qui lui enfile les vêtements pendant qu'elle se débat, avant de la monter de force dans la voiture. Elle s'accroche à tout ce qu'elle peut, elle fait tomber les chaises. Enfin, ouais. Et une fois, je roulais vers le collège, elle a ouvert la fenêtre, elle a essayé de sauter. Bon, alors du coup, je continue mon topo. Dites-moi s'il y a un petit problème technique, sinon je continue. Alors, le traitement. Bon, super. Bon, alors, le traitement, puisque c'est quand même le sujet pour lequel on se voit ce soir, le traitement du refus scolaire anxieux, l'idéal, ça serait qu'il se mette en place le plus rapidement possible après le début de la déscolarisation, quand elle est totale. En tout cas, il faut vraiment se dépêcher parce que c'est déjà presque trop tard. Il faudrait intervenir au moment où la déscolarisation perlée, au début de la déscolarisation, ou quand elle n'est pas encore totale. Ça serait l'idéal. Alors, dans la littérature scientifique, il est question de faire des consultations de thérapie cognitive et comportementale, puisque c'est la technique de psychothérapie de référence pour le traitement des troubles anxieux, puisque le refus scolaire anxieux
c'est des troubles anxieux associés très graves, très intenses, ayant comme conséquence la déscolarisation. Du coup, les recommandations disent qu'il faut faire de la thérapie cognitive et comportementale en consultation une à deux fois par semaine, éventuellement associée à des traitements médicamenteux si le jeune est tellement mal qu'il n'arrive pas à rentrer en psychothérapie, avec des traitements anxiolytiques au début, et puis des traitements de fond éventuellement avec des antidépresseurs de type ISRS ou tricyclique. En tout cas, c'est ce que dit la littérature. En France, on n'est pas du tout dans les clous parce qu'on a très peu de thérapeutes TCC disponibles, formés et disponibles, même si on fait beaucoup d'efforts pour former beaucoup de monde en France, on n'est vraiment pas encore au niveau qu'il faudrait. Et du coup, ce qui se passe en France, ces jeunes sont suivis en consultation libérale sans qu'une approche spécifique soit mise en place, ou en consultation hospitalière avec des praticiens qui ne connaissent pas forcément très bien ce trouble. Et puis, dans un certain nombre de cas, des hospitalisations complètes sont proposées. Pour quelles raisons? D'abord parce que pendant longtemps, la pédopsychiatrie ne répondait qu'avec l'hospitalisation complète au mal-être des adolescents, mais aussi parce que dans ces unités de temps complet, il y a des enseignants et que la problématique scolaire est au premier plan. Donc, certains considéraient qu'il fallait donc les séparer du milieu familial et les hospitaliser à temps complet. Comme ça, ils pourraient reprendre une scolarité. Je reviendrai après sur cette notion d'hospitalisation à temps complet. Alors, les thérapies cognitives et comportementales, comme vous l'avez compris, ce sont les recommandations de traitement pour le refus scolaire anxieux dans les études qui ont été mises en place. Et cette technique est recommandée et démontrée efficace dans le traitement des troubles anxieux, en dehors du refus scolaire anxieux, dans tous les troubles anxieux de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte. Les recommandations montrent bien qu'il faut faire de la TCC, que c'est efficace, avec des études qui montrent que la guérison arrive dans 80% des cas après 1 an de prise en charge en thérapie cognitive et comportementale. Alors, pour vous expliquer un peu ce que c'est que la TCC, la thérapie cognitive et comportementale, c'est difficile de vous faire une présentation en quelques minutes, mais je vais quand même le tenter. On s'appuie sur les théories de l'apprentissage, à la fois pour expliquer l'apparition des troubles, mais aussi pour les traiter. Donc, on s'appuie sur la première théorie qui est la théorie du conditionnement classique. Face à un stimulus donné, je développe une réponse et cet ensemble stimulus-réponse va faire apprentissage et va se dérouler ensuite de façon automatique. Pour illustrer ce que je vous dis et pour essayer de bien comprendre de façon la plus rapide possible cette théorie du conditionnement classique, quand je suis dans une pièce un jour, je suis un peu fatiguée, je suis un peu tracassée par différentes situations, par différentes préoccupations de ma vie, je vois une énorme araignée sur le mur et là, je fais le lien entre cet animal devant moi et une émotion négative et tout d'un coup, je me mets à développer une crise d'angoisse majeure face à cette araignée avec des pensées de elle pourrait m'attaquer, elle pourrait me piquer, elle pourrait causer chez moi peut-être même la mort. Là, je vais apprendre malgré moi, à développer une réponse émotionnelle d'anxiété majeure quand je vois cet animal-là. Et cette réaction émotionnelle va faire apprentissage, va faire trace. Et le risque, c'est que la prochaine fois que je suis confrontée à une araignée, voire même à la pensée d'une araignée, je vais développer de façon automatique cette réaction anxieuse majeure. En tout cas, c'est comme ça qu'on explique de façon extrêmement rapide et schématique, j'en suis désolée, mais c'est comme ça qu'on explique l'apparition de la plupart des troubles anxieux. Dans des circonstances défavorables, sans qu'on puisse vraiment expliquer lesquelles exactement, on va développer des réactions anxieuses face à certaines situations et du coup, ça va faire apprentissage et on va revivre une anxiété face à ces mêmes situations une fois, 2 fois, 3 fois et après, ça va se développer de façon automatique. Donc, autant le conditionnement classique nous explique l'apparition, le développement des troubles anxieux, mais il va aussi pouvoir nous permettre de développer des stratégies. Puisqu'on est capable d'apprendre, sans faire exprès, mais on est capable d'apprendre à développer une anxiété majeure face à une araignée, on va être capable d'apprendre à ne plus développer de réaction anxieuse majeure face à cette araignée en apprenant à gérer notre émotion face à une araignée. Donc, le conditionnement classique, c'est la base de la TCC. Je vais apprendre
à me confronter à la situation qui me fait peur en gérant mon anxiété. Et plus je me confronte à cette situation, moins je vais développer d'anxiété jusqu'à ce qu'à un moment donné, mon apprentissage soit de telle qualité que je ne vais plus développer de réaction anxieuse face à l'araignée. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la théorie de l'exposition. C'est vraiment la technique de base de l'anxiété. Je me confronte à la situation et plus je m'y confronte, moins mon anxiété va monter parce que je vais apprendre à la gérer. La deuxième théorie de l'apprentissage, c'est le conditionnement opérant. Face à une situation donnée, face à un stimulus donné, je développe une réponse émotionnelle. Et cette réponse émotionnelle, elle va avoir des conséquences sur moi et sur mon environnement. Si cette réaction émotionnelle a des conséquences positives pour moi, agréables pour moi, me facilitant ma vie, je vais avoir tendance à continuer à développer cette réponse puisque c'est plus agréable pour moi. Si les conséquences de ma réponse sont négatives, désagréables, je vais vraiment avoir tendance à limiter ce type de réponse et en développer d'autres. Donc ça, vous avez bien compris qu'on réagit toujours comme ça. Hein. On est vraiment des êtres très sensibles au renforcement, puisque ça s'appelle du renforcement. Quand on est gratifié, félicité, on va plutôt avoir tendance à continuer dans ce sens-là. Quand on a des réactions en face désagréables ou des réactions internes désagréables, on va avoir vraiment tendance à limiter ce type de réponse. Eh bien, pour les troubles anxieux, ça se passe comme ça. Quand on remarque que prendre un ascenseur avec plein de monde, c'est désagréable, voire on vit une situation d'anxiété qui monte, on va quand même apprendre que cette situation est plutôt désagréable et on va tout faire pour éviter cette situation. Et du coup, on va éventuellement mettre en place des évitements de cette situation de peur de revivre cette émotion négative qui est l'anxiété. Donc, c'est comme ça qu'on explique tous ces évitements qui sont mis en place. C'est que ces patients qui sont très anxieux vont mal supporter cette réaction anxieuse et vont mettre en place des évitements pour éviter de ces conséquences négatives sur eux. Et on peut aussi du coup expliquer le fait que l'évitement va se maintenir puisque d'éviter la situation a des conséquences positives puisque l'anxiété ne se met plus en place. Alors le conditionnement opérant, c'est aussi une technique pour contrecarrer cet apprentissage. On va essayer, par nos techniques à nous, nos techniques comportementales, de pousser le jeune à s'exposer aux situations qui lui font peur, en y associant des conséquences positives, soit des conséquences positives amenées par l'environnement, des félicitations, des récompenses éventuellement, soit en amenant des conséquences positives que lui va pouvoir s'auto-attribuer. Bon, ça, on va le développer en thérapie cognitive. J'ai été me confronter à la situation qui me fait peur, j'ai pris le tram, ne serait-ce que 5 minutes, mais je l'ai pris et je suis content de moi, donc je suis capable de modifier la réponse que j'avais et surtout de profiter des conséquences de façon positive alors qu'avant, je ne fonctionnais pas comme ça, je ne le voyais pas comme ça. La troisième théorie de l'apprentissage sur laquelle on s'appuie en TCC, c'est l'apprentissage social. Face à une situation donnée, on développe une réponse qui ne vient pas de nulle part. Nos réponses, elles viennent d'imitation de modèles. Assez tôt dans la vie, ces modèles sont plutôt des personnes de notre entourage proche, de notre entourage familial. Et plus on grandit, plus les personnes qu'on a envie d'imiter sont plutôt dans notre environnement autre que familial, plutôt nos pères, plutôt les gens qu'on voit à la télé, voire actuellement sur les réseaux sociaux. On va imiter ces personnes-là, voire on va tout faire pour leur ressembler, voire même on va penser comme eux à un moment donné. Bref, nous sommes quand même proches de la lignée des moutons, puisque voilà, on va avoir vraiment une tendance à imiter. Alors ça encore, c'est une façon d'expliquer en TCC un certain nombre de troubles, mais puisqu'on est capable d'apprendre en imitant des modèles qui, des fois, nous envoient pas forcément sur des modèles très adéquats, eh ben, on va essayer, nous, en TCC, de chercher des modèles plus adéquats, plus fonctionnels, et de faire jouer cette imitation de modèles en mettant les jeunes avec d'autres types de modèles que ceux qui les ont plutôt mal influencés. Et donc, on va apprendre par ces autres pairs-là, ces autres modèles, on va apprendre à faire autrement. Et puis, de façon encore une fois très rapide et schématique, la thérapie comportementale dont je viens de vous parler, elle est associée à la thérapie cognitive, c'est-à-dire que face à une situation donnée, j'ai des pensées automatiques qui ne sont pas forcément conscientes, mais on va essayer, nous, de les mettre à jour, de les faire venir à la conscience pour arriver à comprendre pourquoi je développe ce type de réponse. La plupart du temps, on développe
un type de réponse parce qu'on a des pensées automatiques qui vont conditionner nos réponses. Si je suis très anxieux et que j'ai extrêmement peur de ce que les autres vont penser de moi, quand je vais devoir rentrer dans le collège, je vais développer une certaine attitude très connotée de mes pensées, de tout le monde me regarde, je suis ridicule, tout le monde va se dire mais pourquoi il est habillé comme ça? Donc bien sûr, on va plutôt être voûté, mettre les yeux par terre et essayer 2 secondes de voir si on me regarde. Le problème, c'est que mon regard va se poser 2 secondes sur quelqu'un qui me regarde par hasard et là, je vais en conclure que tout le monde me regarde et tout le monde pense que je suis mal habillée. Donc, ces cognitions, elles sont stockées dans la mémoire à long terme, elles sont peu conscientes et automatiques, mais on va pouvoir les mettre à jour lors de moments de fortes émotions. Et ces mises à jour vont permettre au patient de se rendre compte qu'il a des pensées automatiques qui vraiment ne sont pas là pour l'aider, voire conditionnent complètement son comportement de tous les jours. Alors, ces cognitions, elles sont acquises au fur et à mesure du développement émotionnel et psychologique, et elles régulent totalement notre vie. Une fois qu'on les a mis à jour, on va pouvoir aussi, par cet apprentissage qu'on fait progressivement avec les patients, on va pouvoir apprendre à les moduler, à les modifier, à les écouter, puis à ne plus les écouter, à en trouver d'autres plus fonctionnels. Et quand on a la chance d'être jeune et de faire de la thérapie cognitive, eh bien, on va réussir à changer nos pensées automatiques parce qu'on est des êtres en cours de développement, pardon, et eh bien, on va adopter des pensées beaucoup plus fonctionnelles, beaucoup plus adaptées, beaucoup plus positives pour nous. En tout cas, si on adhère à ça, elles vont rester dans notre façon de faire et elles vont se stocker dans la mémoire long terme et prendre la place des autres. Bon, il faudrait évidemment beaucoup plus de temps pour que je vous explique ce que c'est que la TCC, mais j'espère que j'ai réussi à vous faire passer en gros le message qu'il s'agit d'apprentissage. Nous, on explique l'apparition des troubles anxieux sous forme d'apprentissage. Et donc, du coup, puisqu'on a été capable d'apprendre ça, on va être capable d'apprendre à faire autrement. Donc, la TCC, c'est une thérapie très concrète, basée sur le bon sens, ciblée sur des objectifs précis, déterminés par le thérapeute et le patient. C'est une thérapie limitée dans le temps et qui est relativement courte, avec des sessions très interactives, voire relativement directives. Et puis, on a l'habitude, puisqu'on est issu des sciences expérimentales, d'évaluer nos thérapies. On fait des évaluations avant d'intervenir, puis on fait des évaluations après et sur le plus long cours pour voir si ce qu'on fait, ça marche. Ça fait vraiment partie de notre façon de faire. Et donc, notre façon de faire, c'est apprendre à faire autrement. Donc, on n'aborde pas l'origine ou la cause du problème du développement du trouble, puisque pour nous, c'est un apprentissage qui s'est fait malgré nous. On ne pourra jamais aller retrouver les circonstances qui ont fait qu'on a appris à faire comme ça. C'est sans doute une accumulation de plein de facteurs qui font qu'on a développé un trouble anxieux. On va plutôt s'intéresser aux facteurs qui induisent, qui maintiennent ou qui aggravent le trouble, en se focalisant prioritairement sur les symptômes comportementaux, puisque c'est vraiment sur le comportement qu'on va essayer d'agir, et c'est en mettant le jeune en action qu'on va essayer d'intervenir. On va éventuellement intervenir sur les processus cognitifs quand on y a accès, on n'y a pas toujours accès. Et on va travailler sur les émotions. On va donner des noms aux émotions qui posent problème et on va apprendre des techniques pour arriver à mieux les gérer. Alors, une technique importante avant d'intervenir en TCC, c'est l'analyse fonctionnelle. On va essayer de schématiser la problématique de chaque patient, puisque chacun a un trouble anxieux différent et a un fonctionnement différent dans son anxiété. Et puis, une fois qu'on aura compris comment fonctionne le trouble anxieux de notre patient, on va y mettre des techniques très spécifiques. Donc, pour chaque patient, on va essayer de déterminer avec eux quelle est la situation qui déclenche la peur. Alors, pour certains, il y en a plusieurs. Donc, pour chaque situation qui déclenche la peur, l'anxiété, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu ressens dans tes émotions, mais aussi dans ton corps? Qu'est-ce que tu fais dans cette situation-là? Et quelles sont les conséquences? Pour chaque situation qui fait peur, on va essayer de déterminer ce cercle vicieux, soit en observant le patient, soit en demandant aux parents, mais la plupart du temps, c'est plutôt le patient lui-même qui va nous décrire ce qui se passe. Et à partir de ce schéma-là, on va déterminer de faire des techniques cognitives pour arriver à mettre à jour les cognitions, mais surtout de les modifier, des techniques émotionnelles pour arriver à gérer mieux ses émotions dans cette situation-là, et surtout des techniques comportementales dans cette situation-là. On va apprendre à faire autrement.
on va apprendre à faire différemment, mais surtout, on va y aller. Parce que la plupart des jeunes qui présentent un refus scolaire anxieux, dans la situation qui est « je vais au collège » ou « je vais à l'école », le comportement qui est en place, c'est « j'évite absolument la situation ». Donc, on va se confronter à la situation avec des techniques cognitives, avec des techniques émotionnelles et avec des techniques comportementales pour ne plus faire ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire éviter. On va y aller, mais outillé de techniques pour pouvoir y faire face. Voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, la TCC, elle est efficace dans les troubles anxieux, c'est largement démontré. Et les techniques de base pour traiter les troubles anxieux, c'est l'exposition progressive et préparée. C'est-à-dire qu'on va apprendre des techniques pour gérer l'anxiété. On va modifier les pensées automatiques concernant la situation qui fait peur, c'est-à-dire la scolarité, mais ça peut être aussi d'autres situations avant. On va apprendre des techniques de stratégie pour gérer les relations interpersonnelles, parce que ça fait très peur. Et puis, on va retourner très progressivement à l'école. Bien sûr, on va tenter de comprendre l'objet de la peur, puisque sans ça, on va avoir du mal à avancer. Est-ce que c'est plutôt la peur d'être loin des parents, loin de la maison? Et à ce moment-là, on va s'exposer progressivement aux situations où on est séparé des parents en s'éloignant progressivement. Est-ce que c'est la peur d'être interrogé, d'avoir une évaluation écrite ou orale? Et là, du coup, on va s'exposer progressivement à ces évaluations, notées, écrites ou orales. Est-ce que c'est la peur des autres élèves? Et à ce moment-là, on va s'entraîner à être en contact avec des pairs, en faisant des techniques d'affirmation de soi, en faisant des jeux de rôle et en faisant de la résolution de problèmes dans des situations relationnelles compliquées. Et si c'est la peur de rentrer dans le collège, qui est le cas de beaucoup de mes patients, eh ben, on va s'exposer aussi de façon progressive au retour au collège, en passant d'abord devant, puis à l'intérieur, puis au CDI, puis retourner en classe. Et pour certains de nos patients, ils ont peur de tout ça, donc on va travailler tout ça. Alors la TCC, comment ça fonctionne? Eh ben, on va déjà essayer de mettre en place une très bonne alliance thérapeutique, puisque l'objectif de la TCC, c'est d'amener le patient à se confronter aux situations qui lui font tellement peur qu'il évite depuis des semaines. Donc l'alliance thérapeutique est très importante à mettre en place. Bien sûr, il va falloir poser les diagnostics des troubles anxieux sous-jacents au refus scolaire anxieux et on va expliquer les diagnostics et le fonctionnement de l'anxiété. On va faire l'analyse fonctionnelle dont je vous ai parlé. On va demander au patient de s'observer, d'observer comment il fonctionne. L'objectif, c'est qu'il puisse passer à un état de métacognition. Comment je fonctionne? Comment fonctionne mon anxiété chez moi? Et puis, on va lui apprendre des techniques de relaxation ou d'autres techniques de gestion émotionnelle. On va éventuellement lui apprendre à gérer ses pensées automatiques. On va lui apprendre à mettre en place des résolutions de problèmes. La résolution de problèmes qu'il mettait en place jusque-là, c'était éviter. Maintenant, c'est fini. On va se confronter au problème, mais il faut réfléchir aux stratégies avant de s'y confronter. Et puis, on va s'exposer, peut-être en imagination, mais surtout in vivo. On va aller se confronter aux situations qui font peur. Et puis, une fois qu'on a réussi à se confronter aux situations qui font peur, eh ben, on va développer des stratégies pour éviter de rechuter. Ou si on rechute, développer des stratégies pour ne pas rechuter trop longtemps. Alors, quand on prend en charge ces jeunes en consultation, on fait des séances en TCC, normalement, elles sont hebdomadaires. L'enfant est accompagné par ses parents. On fait, quand ils sont totalement déscolarisés ou partiellement déscolarisés, un certificat médical pour expliquer l'absentéisme perlé ou total. Et puis, on travaille avec le corps enseignant pour récupérer le travail quand il loupe des cours. Et quand le moment est venu de retourner en classe, on prévoit des aménagements. On essaye de ne pas y retourner de façon brutale et totale, parce que c'est en général très anxiogène. On essaie d'y aller tout doucement. Et puis, on demande aux enseignants ou à d'autres personnes d'expliquer à la classe que ce jeune, il va y retourner tout doucement, mais il y retourne certainement, et que ça va augmenter progressivement. Et puis, en même temps ou avant, on va essayer de maintenir un rythme de lever et coucher correct, pas totalement décalé, et d'essayer de mettre en place des activités aussi bien à domicile qu'à l'extérieur du domicile. Je vais accélérer un peu parce que j'ai peur de durer trop longtemps. En consultation, on va bien sûr continuer à travailler avec les parents pour qu'ils deviennent des co-thérapeutes. C'est-à-dire que comme on n'a quand même que des consultations pour travailler avec les jeunes, on va confier aux parents des missions pour qu'ils nous aident à faire avancer la thérapie. Pas trop de bénéfices secondaires au fait de rester à la maison. On va bien sûr mettre en place des encouragements, beaucoup de renforcement positif à l'idée de retourner à l'école. Et même s'ils y retournent de façon très partielle sur des petits temps, être très positifs sur le fait qu'ils réussissent à y retourner. Et avant qu'ils y retournent, on essaie de faire en sorte que l'enfant reprenne contact avec les enfants de sa classe, puisque ça va l'aider évidemment à remettre les pieds en classe.
Le travail à la maison doit être fait régulièrement et organisé. Et puis, on va, si possible, accompagner le jeune dans les expositions jusqu'à l'école. Mais ça, tous les thérapeutes n'ont pas les moyens de pouvoir accompagner le jeune à l'école. Mais c'est souvent les parents qui sont dans cette position-là. Bien sûr, le thérapeute ne pourra pas faire tous les accompagnements. Donc, quand on les suit en consultation, eh ben, on va apprendre aux parents à gérer l'anxiété de leur enfant pour qu'ils puissent réaccompagner les jeunes à l'école. Alors, tout ça, c'est en consultation. Pour des refus scolaires anxieux, pas totalement déscolarisés, la consultation, ça peut suffire. Mais pour un certain nombre d'autres jeunes qui sont totalement déscolarisés, les consultations, c'est insuffisant. Donc, nous, on a monté une unité spécialisée pour les refus scolaires anxieux. Parce que certains jeunes nécessitent plus et parce qu'il y a une notion d'urgence quand ces jeunes sont totalement déscolarisés, notamment pour des collégiens et lycéens. Et moi, quand je suis arrivée dans mon unité là, à Montpellier, où j'étais responsable d'une hospitalisation de jour, on m'a dit que la priorité de mon poste, c'était de faire sortir ces refus scolaires anxieux du temps complet, puisqu'ils restaient en hospitalisation à temps complet des mois et des mois avant de retourner à l'école et que ce n'était plus possible, il fallait faire des places pour prendre d'autres jeunes qui avaient besoin du temps complet parce qu'eux, certes, étaient anxieux, mais la plupart du temps, ils allaient plutôt bien, donc ils n'avaient pas de raison de rester à temps complet. Donc, on m'a demandé de monter un programme d'hospitalisation de jour pour ces jeunes-là. Et puis, j'avais la chance d'être sur une unité où il y avait déjà une enseignante spécialisée qui ne travaillait pas forcément avec ce type de jeunes. Donc, on a monté un programme qui maintenant est bien organisé. Donc, on a demandé à l'enseignante de l'unité de s'occuper de ces jeunes-là et de développer un programme scolaire pour ces jeunes avec des outils TCC qu'on a dû modifier et modeler pour ces jeunes totalement déscolarisés. Et puis, j'ai formé l'équipe soignante à faire de la TCC et à accompagner ces jeunes dans des expositions in vivo, c'est-à-dire en fonction de leur peur, et ben, ils vont les accompagner dans les situations qui leur font peur jusqu'à retourner à l'école. Donc, voilà l'organisation qu'on a mis en place. Pour un groupe de refus scolaire anxieux qui comporte 5 places par groupe, on a 2 infirmières présentes 4 demi-journées par semaine, des temps d'enseignants, des temps de pédopsychiatres, d'internes et de psychologues, évidemment pas tous à temps plein sur cette unité, mais en tout cas sur des temps conséquents pour s'occuper de ces 5 jeunes. L'objectif de notre programme, c'est d'aider les jeunes à retourner à l'école, bien sûr, réduire leur anxiété, prévenir les complications pour pas qu'ils se dépriment ou pour pas qu'ils s'aggravent sur le plan psychiatrique, avec une approche multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'on collabore de façon indispensable avec la famille et avec les établissements scolaires, puisque ces jeunes sont totalement déscolarisés quand ils arrivent. Voilà, donc on a 5 places de jeunes scolarisés au collège ou au lycée. Ils viennent 4 demi-journées par semaine. Sur ces demi-journées, ils ont 2 heures de temps scolaire avec l'enseignante qui fait maths, français, histoire, géo avec eux, des temps de soins collectifs et des temps de soins individuels. Je pense que quelqu'un a laissé ouvert son micro. Voilà. Actuellement, nous avons 2 unités, sur le CHU de Montpellier, on a 2 unités pour les collégiens et une unité pour les lycéens, de chacune 5 places. Alors, le protocole pour rentrer dans cette unité, quand on fait de la TCC, on est assez structuré. On a une consultation initiale qui permet de poser le diagnostic et de voir si c'est une bonne indication pour cette unité. On fait des évaluations qualitatives, mais aussi quantitatives à leur arrivée. Puis, on met en place un protocole de soins standardisé, c'est-à-dire qu'ils ont tous le même protocole de soins TCC, mais à l'intérieur de ce protocole de soins, ils ne vont pas tous travailler les mêmes situations, puisqu'ils n'ont pas tous peur des mêmes situations. Donc, chacun a son programme de soins, son programme d'exposition personnalisé. Donc, ils font ce protocole, ils font partie de cette unité, ils suivent le protocole et on retourne à l'école à un moment donné. On y retourne avant la fin de l'année, au moins à temps partiel. Puis, on les réévalue en juillet, puis on les réévalue à 6 mois, puis à 12 mois. Donc, voilà le protocole, l'organisation de notre unité. Donc, vous voyez que pour ce groupe-là, en tout cas, ils viennent 4 demi-journées par semaine. Ils ont à chaque fois des heures de cours, mais aussi des temps collectifs de soins. Et à l'intérieur de cette prise en charge, ils ont tous au moins une séance de TCC individuelle par semaine, voire 2 séances pour certains. Alors, quels outils on utilise? Quels outils de TCC? On a un livret de TCC qui est commun à tous les jeunes,
Et on va faire des séances de TCC collectifs à partir du moment où on n'a pas besoin d'exprimer devant tout le monde notre problème personnel, mais on est au clair sur le fait qu'on est tous là parce qu'on est anxieux et qu'on n'arrive plus à aller à l'école. Et bien, tout ce qui est collectif, on peut le faire ensemble. Donc, la relaxation, l'affirmation de soi, la résolution de problèmes, tous ces outils-là, on les travaille en collectif. Et tout ce qui est plus personnel, on le travaille tout seul avec notre psychologue ou psychiatre attitré toutes les semaines dans son bureau. On fait la liste des peurs de chacun, on prépare aux expositions, on fait le travail cognitif. Ça, c'est chacun dans le bureau. Et puis, on va passer beaucoup de temps à expliquer ce que c'est que l'anxiété, puisque l'objectif de la TCC, c'est de faire en sorte que notre patient devienne expert de ses troubles, expert de son anxiété, et reconnaître le début de l'anxiété pour mettre en place une stratégie adaptée pour faire face à l'anxiété quand elle arrive. On va donc beaucoup s'entraîner à faire des techniques de gestion de l'anxiété avec de la relaxation, de la respiration, des techniques de défocalisation. On va aussi faire beaucoup de techniques d'affirmation de soi pour gérer les relations aux autres, le regard des autres. Et puis, on va s'exposer aux situations qui font peur, en commençant plutôt par des situations autres que le collège, puisque c'est ça qui fait le plus peur, enfin que l'école. Par exemple, là, aujourd'hui, une jeune est partie dans l'ascenseur du bâtiment d'à côté puisqu'elle a extrêmement peur des ascenseurs. Et ça va être aussi l'idée, c'est de commencer à gérer son anxiété sur d'autres situations que celle qui fait le plus peur. Donc, apprendre à gérer l'ascenseur, ça va être déjà un bon entraînement pour la suite. Alors, sur notre unité, les parents sont également pris en compte puisqu'on va tenter de guider les parents dans la gestion de leurs enfants qui sont à la maison, ou là à la maison la plupart du temps, puisque ils viennent chez nous que 4 demi-journées par semaine. Donc, on les guide avec des coups de téléphone très réguliers de la part des soignants, mais aussi des entretiens mensuels. On va aussi, eux, leur expliquer ce que c'est que l'anxiété et ce que c'est que le refus scolaire anxieux dont souffre leur enfant. On va reprendre les situations de problèmes vécues à domicile et les aider à trouver des solutions plus adéquates. On va aussi les aider à avoir des attentes plus réalistes et à mieux gérer leur propre anxiété. Quelquefois, il va falloir guider les parents pour que l'enfant soit un peu moins oisif ou un peu moins tyrannique en développant des stratégies éducatives, voire de TCC aussi avec les parents. Et puis, on a ajouté depuis quelque temps dans notre programme 3 séances de groupes de parents. Chaque groupe réunit tous les parents du même groupe avec les soignants et le médecin 3 fois dans l'année pour potentialiser notre guidance parentale. On trouve que c'est beaucoup plus sympathique et beaucoup plus efficace de le faire avec tous les parents en même temps, leur expliquer l'anxiété, partager les difficultés communes. Ils ont tous des difficultés communes. En fait, c'est pratiquement les mêmes situations qu'ils vivent à domicile. Et puis aussi aider les parents avant la réintégration à l'école et après la réintégration à l'école, où là, on va être à un moment donné un peu moins présent. Une fois qu'ils seront plus loin dans le protocole de soins, c'est les parents qui vont devoir gérer leur enfant presque à temps complet. Donc là, on va évidemment bien les guider et leur expliquer comment on évite les rechutes ou comment on reconnaît une rechute et quelles stratégies on met en place pour éviter de rechuter trop longtemps. Donc, une fois que le jeune est chez nous et qu'il rentre sur notre unité, on se donne suffisamment de temps pour comprendre son anxiété et avancer dans la thérapie. Et à un moment donné, vient le temps de la réintégration scolaire. D'abord, on se prépare en faisant des expositions. On s'expose aux situations qui font peur, d'abord aux situations en dehors de l'école, puis après à l'école. On s'expose, on passe devant le collège, on regarde la grille du collège, éventuellement on rentre dans le collège vide, puis après on rentre dans le collège plein, mais on ne va pas tout de suite dans la cour. Bref, en tout cas, on s'entraîne à retourner dans cet établissement, dans cet endroit. On s'entraîne aussi à résoudre ces problèmes autour des questions des autres élèves, puisque tous nos patients ont extrêmement peur de retourner à l'école parce qu'ils sont persuadés que tous les autres jeunes vont leur poser des questions sur la raison de leur absence. Et donc ça, on s'entraîne puisque c'est ce qui leur fait peur, en sachant que la plupart du temps, ça ne se passe pas. Mais en tout cas, au cas où ça se passe, ils ont les solutions. On s'est entraîné, on a fait des dizaines de jeux de rôle sur cette situation-là. En fait, on fait ça parce que même si ça ne se passe pas, le fait de leur dire que ça ne va pas se passer, ils ne nous croient pas. Donc, on s'entraîne. Et puis, si jamais ça se passe, ils sont outillés. Comme ça ne se passe pas, du coup, ils sont plutôt contents. Mais bref, en tout cas, ça paraît indispensable pour envisager le retour au collège. Donc, on fait des expositions très progressives et répétées. Puis, on fait une réunion avec le collège avant de retourner en classe. Et quand ils retournent en classe, ils y retournent de façon extrêmement progressive puisqu'ils y retournent 2 heures par semaine dans leur classe
accompagné par un soignant qui reste dans un endroit du collège, mais c'est le soignant de l'unité avec qui il a travaillé pendant des semaines et des semaines ce projet de retourner à l'école. C'est lui qui va le chercher à la maison, qui l'amène au collège pendant ces 2 heures, qui l'attend à la vie scolaire ou à l'infirmerie, et puis ils repartent après, ils reviennent sur l'unité après ces 2 heures. Et ça, on fait cet accompagnement 3 fois. Et puis après, ils y vont faire ces 2 heures-là, les mêmes 2 heures, ils y vont tout seuls ou accompagnés par leurs parents en fonction de où se trouve le collège par rapport au domicile. Et une fois qu'on a réussi ces 4 ou 5 réintégrations de 2 heures, on augmente de façon très progressive ou plus rapide en fonction du projet de chacun et de l'envie de chacun. Et puis, si on arrive avant la fin de l'année, on réintègre à temps complet et on est suivi en consultation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à la rentrée prochaine, on y retourne à temps complet. C'est notre projet et c'est ce qu'on prévoit. On n'a pas de dérogation possible, on y retourne à temps complet. On fait une pause pendant l'été de notre prise en charge et on se revoit la semaine d'avant la rentrée pour réviser toutes les techniques de gestion de l'anxiété et tout ce qu'on a vu. On s'entraîne et puis après, on se dit au revoir. On va se revoir, mais seulement en consultation, puisqu'après la rentrée suivante, ils sont scolarisés à temps complet. On les voit de façon hebdomadaire en consultation. On a aussi un petit téléphone dédié à ces patients-là où ils peuvent nous envoyer des textos, mais ils peuvent aussi nous contacter par mail ou par téléphone. Nous, on reste très en lien avec les collèges et les lycées. Et puis, quand la situation est bien stabilisée, ben, on espace les consultations et on espace le suivi. Pardon. Alors, pour illustrer cette fin de prise en charge, un petit extrait encore du reportage qui a été filmé sur notre unité il y a quelques années. À la fin des vacances, les adolescents sont de retour à l'unité. Une semaine pour se dire adieu, tenter de chasser les dernières anxiétés. Un bref passage pour se donner du courage. Demain, c'est la rentrée. On peut vous interrompre ou pas? On peut vous interrompre? Oui. Parce qu'il faut qu'on vous dise au revoir, nous. C'était une belle prestation, quand même. Ouais. Dites-moi, est-ce que vous auriez été capable de faire ça il y a 3 mois? Non, mais attends, j'ai pas fini ma phrase. On a deviné. Il y a 3 mois. Il y a 2 mois. En tout cas, c'est impressionnant, votre évolution. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de votre côté, mais vous nous avez changé à un point. Vous le devez qu'à vous, hein. C'est vous qui avez fait tout. Vous imaginez pas à quel point vous avez fait pour nous, quoi. Vous nous avez poussé vers la sortie. Pour vous, c'est votre travail, donc vous avez l'habitude, mais pour On nous, vous a c'est... juste montré vos ressources. On vous a guidé. Vous avez su les mettre à profit. Donc, même si on se voit moins souvent, vous pouvez penser à nous et nous, on pensera beaucoup à vous. Et surtout, vous n'hésitez pas à nous appeler si on peut faire quelque chose. Et on ne vous lâche pas, on se voit tous presque une fois par semaine. Hein. Bon, allez. Bon dernier week-end. Ouais. Bon, tes affaires sont prêtes? Oui. Bisous. Oui. Allez. Rentrez. Bah ouais. Bon, c'est sympa, une rentrée sous le soleil. Moi, je peux te piquer ton parfum? Je dis au revoir à papa, attends. Non. Bisous. Ah, ce soir. Allez, on y va. Allez, file. J'y suis retournée avant les vacances dans le collège. Ça, c'est bien un truc là. Bon, voilà, on arrive à la fin bientôt de mon topo. Alors, bien sûr, on a monté une unité de refus scolaire anxieux qui prend en charge un certain type de patients anxieux et un certain type de patients totalement déscolarisés, mais on a
D'autres patients qui ne rentrent pas dans ces critères exacts de refus scolaire anxieux selon le critère de Berg, qu'on prend aussi en charge en hospitalisation de jour ou en hospitalisation à temps complet ou en consultation. Et donc, nous, à partir du moment où on a vu que cette prise en charge fonctionnait, on s'est inspiré de cette prise en charge avec les cas plus typiques pour prendre en charge les cas un peu moins typiques. En tout cas, voilà, pour ces patients, pour d'autres patients qui ont aussi des problèmes d'anxiété scolaire, ces patients porteurs de troubles du neurodéveloppement ou de multidys, ces patients porteurs de troubles du spectre autistique, aussi anxieux pour aller à l'école, et puis d'autres tableaux encore plus atypiques, eh bien, on les prend en charge, nous, sur notre unité d'hospitalisation de jour. Pas la même, enfin, c'est la même équipe, mais pas sur les mêmes temps. Et on met en place exactement le même protocole, sauf qu'on n'a pas de temps scolaire. On met en place que des soins en TCC et on fonctionne exactement de la même manière. On les réaccompagne très progressivement à l'école avec ces techniques-là. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Bon, voilà, ça, c'est ce que nous, on fait en tout cas actuellement sur notre unité. Et on a aussi un projet en cours d'assez grande ampleur, c'est qu'il faut qu'on démontre que ce protocole de TCC marche. Et donc, on a obtenu l'année dernière un budget recherche très conséquent pour ouvrir une unité comme la nôtre dans 3 autres centres hospitaliers, à Marseille, Nîmes et Béziers. Voilà, on a commencé l'année dernière avec ces 3 unités plus la nôtre, ça fait donc 4 unités. L'objectif, c'est de pouvoir avoir suffisamment de patients inclus dans la recherche pour démontrer l'efficacité de notre protocole de TCC. Et l'efficacité, on va la mesurer avec le nombre de jeunes qui sont retournés à l'école à la rentrée suivante et le fait qu'ils y restent à l'école en calculant le nombre d'heures qu'ils ont réussi à faire et plutôt en calculant le nombre d'heures qu'ils n'ont pas réussi à faire l'année suivante sur toute l'année. Notre objectif, c'est de diffuser ce type de prise en charge à d'autres centres hospitaliers, éventuellement même sur tout le territoire. Et puis, une fois qu'on aura démontré de façon scientifique que c'est efficace avec les refus scolaires anxieux typiques, eh bien, après, développer cette prise en charge pour toutes les pathologies typiques ou atypiques de déscolarisation avec anxiété, puisque visiblement, en y apportant des aménagements et des adaptations, on va pouvoir sans doute aider ces jeunes avec les mêmes techniques. Voilà, donc visiblement, en tout cas, ce que je voudrais vous faire passer comme message, c'est qu'on peut traiter le refus scolaire anxieux. Ce n'est pas très facile, ce n'est pas rapide, il faut être suffisamment patient, mais ça fonctionne. Et j'espère vous avoir fait passer le message que la TCC, c'est ce qu'il leur faut et qu'il faut développer cette stratégie thérapeutique. Et il faut faire passer le message aux professionnels de santé, aux parents, aux professionnels de l'éducation nationale que le refus scolaire anxieux, c'est réversible à partir du moment où on les prend en charge et on les accompagne vers un retour progressif à l'école. On devrait pouvoir s'en sortir. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que j'ai été suffisamment claire et pas trop rapide. Et puis, je vais pouvoir répondre à vos questions. Je peux être encore avec vous jusqu'à 21h30, donc je suis à votre disposition. Ok, on s'est chargé là de relever les différentes questions qui ont déjà été posées. Odile, je te laisse démarrer. Oui, écoute, plusieurs questions hein, sur déjà, y a-t-il plusieurs structures comme la tienne en France hein, tu as déjà répondu, il y en a 4, c'est bien ça? Alors, attends, jusqu'à l'année dernière, je crois que j'étais la seule à fonctionner comme ça. Maintenant, je ne connais peut-être pas toutes les unités exactement en France, mais comme on n'est pas très nombreux à faire de la TCC chez l'enfant en France, je crois qu'on se connaît plus ou moins tous. Donc, à Marseille et à Nîmes, ils avaient déjà un peu commencé à faire ça. Et donc, à partir du moment où on a eu le budget pour faire de la recherche, ils ont été très volontaires pour monter une unité plus spécifique et à suivre le protocole tel qu'on l'a mis en place. Donc, à Marseille et à Nîmes, il y a des unités comme ça. Enfin, il y a une unité de 5 places comme ça. Et à Béziers, qui est un tout petit centre hospitalier, ils ont commencé à fonctionner comme ça. Ils sont partis de zéro, ils ont tout monté. Et l'année dernière, ils ont pris en charge 3 patients. Et cette année, on est le 17 novembre, ils ont déjà 3 patients. Ils m'ont demandé s'ils pouvaient en prendre plus. Donc, ça y est, c'est en train de fonctionner. Vous voyez, en 2 ans, on a déjà réussi à faire passer le message. Donc, pour l'instant, à fonctionner exactement comme nous, on est 4. Maintenant, on a quand même, ça fait pas mal de temps qu'on
communique et on essaye d'être présent dans pas mal de congrès de pédopsychiatrie. Donc, on a suscité pas mal d'intérêt. Il y a des gens qui sont venus nous voir. Donc, je pense qu'il y a des personnes que je connais, que j'ai vues de temps en temps, mais je pense qu'il y a des gens qui s'inspirent et qui essayent de faire des choses qui ressemblent. D'accord, merci. Une question très très liée à celle-ci, pardon. Peut-on venir consulter chez toi sans être de ta région? Mais non, ça c'est impossible. Je n'arrive pas du tout à faire face aux demandes de ma région. Et c'est même pas de ma région. En fait, vous savez qu'en psychiatrie, on est sectorisé. Oui. Donc, je travaille avec un autre secteur. Donc, déjà, je reçois les refus scolaires anxieux de 2 secteurs qui correspondent à une population de 800 000 habitants. J'ai je ne sais combien de demandes. Par exemple, rien qu'aujourd'hui, j'ai eu 5 demandes de refus scolaires anxieux. C'est impossible que je puisse recevoir d'autres patients que des patients de ces 2 secteurs-là. Et je ne peux pas intégrer des patients en dehors de ces 2 secteurs puisque mes soignants ne peuvent pas aller accompagner des jeunes à plus d'1 heure de route de mon unité. Donc, on est obligé de se cantonner à notre secteur. D'accord. Est-ce qu'on peut espérer que l'ARS éventuellement cherche à développer le dispositif au niveau de l'ensemble du territoire de la France? Alors, les gens de l'ARS, moi, je ne sais pas qui ils sont, je ne vais jamais les voir. Moi, je suis une clinicienne, je vois 40 patients par semaine. Ce n'est pas moi qui vais aux réunions, donc il me semble que ces gens sont en dehors d'une réalité, j'ai l'impression. Enfin, bon, en même temps, je ne vais pas aux réunions, je ne sais pas. Mais à mon avis, tant qu'on n'a pas démontré notre efficacité, ça va être compliqué de dire qu'il faut faire ça. Enfin, en tout cas, ça serait logique qu'il faille attendre au moins l'année prochaine que j'ai des résultats concrets à apporter avant de dire il faut faire ça absolument. Ouais. Avant, il me croyait un peu sur ma bonne parole et sur quelques témoignages. Là, on va vraiment avoir des chiffres. Maintenant, je ne suis pas sûre que c'est par l'ARS que ça va passer. Je pense que c'est par vous, des associations et des parents, que ça va passer, comme il s'est passé pour l'autisme. Je pense que j'ai l'impression que c'est un peu comme ça que ça va se passer. Bon, l'éducation nationale est très soutenante dans ces projets, puisqu'on réintègre des jeunes qui ne voyaient plus depuis des semaines. Ils sont extrêmement soutenants, extrêmement participatifs à ces projets-là. Donc, ils nous font venir, on parle dans les collèges de la région. Je suis allée dans tous les collèges de la région présenter cette unité. Donc, peut-être que c'est aussi par là que ça va fonctionner, parce qu'ils sont très embêtés avec ces jeunes qui sont déscolarisés. Alors, j'avoue que sur le plan politique, je ne sais pas très bien comment ça va fonctionner, mais j'ai l'impression qu'avec mon projet de recherche, je vais avoir plus de poids après. D'accord. Alors, il y a quelques questions qui se regroupent, par exemple de Nathalie. Quels sont les professionnels qui utilisent la TCC? Ou une autre qui demande, Flore, les formations TCC sont-elles accessibles à d'autres professionnels que des psychiatres? Alors, la thérapie cognitive et comportementale, c'est une méthode de psychothérapie qui nécessite une base, c'est-à-dire être médecin psychiatre, médecin généraliste ou psychologue. Ça, c'est assez clair. Dans notre institut de formation, on ne prend pas d'autres professionnels que psychologues et psychiatres ou médecins généralistes parce que c'est quand même une technique qui nécessite des connaissances assez claires en termes de diagnostic, de développement psychologique. Enfin, on ne peut pas partir à faire de la TCC sans avoir des compétences pour poser des diagnostics clairement. Après, on peut faire des sensibilisations à faire de la TCC comme je fais avec mon équipe soignante ou comme je fais avec les enseignants avec qui je travaille, mais c'est une sensibilisation, c'est une façon d'être, une façon de faire pour aider les jeunes, mais ce n'est pas une psychothérapie à part entière. D'accord. Donc, c'est vrai que la question aussi là, qui rejoint, c'est tous les professionnels qui interviennent auprès des ados, sont-ils formés à utiliser cette technique ou certains en utilisent d'autres? De façon générale en France ou sur mon unité? Là, je pense que c'était plutôt une question générale. Générale. Ouais. Non, mais alors, je vais essayer d'être objective, c'est pas facile pour moi. Mais il y a un gros problème en France, un très gros problème en France, c'est... bon, d'abord, allez, je vais essayer d'être objective. Il est tard, alors j'ai du mal à voir... Mais bon, la pédopsychiatrie en France, c'est une discipline nouvelle qui est en plein essor, en plein chamboulement. Si vous ne faites pas de la formation continue en pédopsie tous les ans ou tous les 2 ans, vous êtes totalement à côté de la plaque.
parce que c'est vraiment des intérêts nouveaux, il y a des recherches très récentes, il faut vraiment se mettre à jour pour être à la page des nouvelles théories, des nouveaux diagnostics, des nouvelles façons de prendre en charge les patients. Et en France, il y a une théorie qui a dominé tout le champ de la psychologie et de la psychiatrie française, qui est la psychanalyse, et ce champ n'est pas du tout exploré par les domaines modernes scientifiques. Donc, les personnes qui s'occupent d'enfants sur le plan psychologique ou psychiatrique, qui font de la psychanalyse, ne sont pas du tout en phase avec ce qui se fait dans la modernité, dans les études scientifiques, dans les recommandations. Et donc, il y a tout un champ de la psychologie et de la pédopsychiatrie française qui n'évolue pas du tout avec ces recommandations-là. Alors, du coup, il y a une sorte de dichotomie, voire même il doit y avoir d'autres approches avec lesquelles, que je ne connais pas très bien, mais il y a quand même des gens qui refusent d'être dans cette idée qu'on fait de l'evidence-based medicine ou de l'evidence-based science. Vous avez compris que je n'appartiens pas à ce courant de pensée. J'estime qu'en tant que médecin, je dois faire les techniques qui sont démontrées efficaces. Donc, les approches de prise en charge de l'enfant et de l'adolescent en psychiatrie et en psychologie sont extrêmement hétérogènes sur le territoire. Il n'y a pas du tout de respect des recommandations internationales et des consensus. Et du coup, chacun fait un peu ce qu'il veut et personne, notamment l'ARS, personne ne va les contrôler, ne leur dire, ou de leur dire que c'est bien ou c'est pas bien. Alors, on a une question concernant est-ce que la TCC marche de la même façon sur les enfants avec un TSA? C'est Véronique qui pose cette question. Oui, la thérapie cognitive et comportementale est démontrée comme efficace dans tous les troubles anxieux, quel que soit le terrain sur lequel le trouble anxieux fonctionne, se passe. Alors, un enfant ou un adolescent très anxieux qui présente un trouble anxieux et qui a un TSA par ailleurs, on va Je vais peut-être juste faire une explication parce que tout le monde ne doit pas connaître le terme aussi. TSA, donc c'est un trouble du spectre autistique. Oui. Pardon. Donc oui, la TCC, elle est démontrée efficace dans le traitement de l'anxiété pour les personnes porteurs d'autisme. Maintenant, bien sûr, il va falloir adapter notre TCC au fonctionnement de l'autisme, mais ça, ce n'est pas forcément un problème. Alors, c'est plus compliqué quand ils sont non-verbaux ou avec une déficience intellectuelle associée, mais on doit pouvoir s'adapter. C'est un peu plus long. Il faut demander beaucoup plus de séances parce qu'ils vont avoir beaucoup plus de mal à modifier leurs habitudes de fonctionnement. Mais en tout cas, c'est ce qu'on fait, nous, dans notre unité. On adapte notre thérapie au fonctionnement, que ce soit des multidisques, que ce soit des TSA, que ce soit des déficiences intellectuelles. À partir du moment où c'est l'anxiété qui pose problème, on fait de la TCC sur l'anxiété puisque c'est ce qui marche. Okay. Une autre question, connaissez-vous des recherches sur les méthodes de prévention du RSA? Alors, le domaine de la recherche dans le refus scolaire anxieux, c'est vraiment un domaine extrêmement nouveau. Il y a très, très, très peu d'études sur le domaine. Pourquoi il y a peu d'études? Parce que ce n'est pas un diagnostic catégorisé et clair. Moi, j'utilise les critères diagnostiques que je vous ai présentés, mais d'autres n'utilisent pas ces critères-là. Et donc, pour faire des recherches, c'est très compliqué parce que tout le monde n'est pas d'accord avec cette catégorie diagnostique. Ou alors, certains parlent de RSA, mais en fait, ce n'est pas les mêmes que nous. Donc c'est compliqué. Par contre, on a rejoint, il n'y a pas très longtemps, un groupe international de recherche sur l'absentéisme scolaire en général, mais donc particulièrement sur le refus scolaire anxieux, enfin sur le refus scolaire plutôt. Et donc, je vois des études sortir plutôt dans le domaine de la psychologie universitaire. Dans certains pays, c'est en train de se développer. Donc, oui, ils essayent de chercher des éléments pour éviter que le refus scolaire anxieux se mette en place, si c'est ça la question. Oui. Et ça a l'air d'être bien compliqué. Ça a l'air d'être bien compliqué de trouver des éléments, d'abord des éléments explicatifs au développement d'un refus scolaire anxieux ou d'un refus scolaire, parce que les études sont plus sur le refus scolaire, c'est-à-dire le jeune qui n'arrive plus à aller à l'école. Ça a l'air d'être plein de facteurs différents en fonction des cas. Et en tout cas, sur les recherches que j'ai lues ou au congrès auquel j'ai assisté, on n'arrive pas à faire ressortir
des éléments plus flagrants. Dans certaines études, c'est plutôt dans les milieux défavorisés. Dans d'autres études, c'est plutôt dans les milieux favorisés. Dans certaines études, c'est des troubles du neurodéveloppement les plus représentés. D'autres, c'est plutôt dans les troubles anxieux familiaux. Enfin, et il n'y a aucune étude qui recoupe les mêmes données. Donc, on a quand même l'impression que c'est une population extrêmement hétérogène. D'accord. Il y a une question là que j'ai relevée de Rachel qui dit psychologue de l'éducation nationale en collège. J'ai beaucoup de situations. Comment agir dès les premiers signes pour ne pas laisser s'installer l'évitement? Alors déjà, de les repérer, c'est un truc énorme déjà, de pouvoir repérer que c'est l'anxiété qui fait qu'ils ne vont pas bien et de leur offrir un espace de parole au sein du collège avant qu'ils se déscolarisent totalement, un espace de parole en reconnaissant qu'il s'agit d'un problème anxieux, d'un problème émotionnel. Je pense que c'est déjà une très, très bonne piste. Alors, si on repère que c'est l'anxiété qui les envahit et que c'est ça qui leur pose problème, repérer quel est le trouble anxieux sous-jacent? Est-ce que c'est une anxiété de séparation? Est-ce que c'est une anxiété de performance? Est-ce que c'est une anxiété sociale? Enfin, quelles sont les situations exactement dans l'école qui leur fait peur? Ça va permettre de développer des stratégies adaptées, c'est-à-dire que si par exemple c'est la peur de prendre la parole devant tout le monde ou la peur de faire des exposés, là on a une adaptation assez simple, temporaire, le temps qu'on arrive à gérer l'anxiété, c'est de demander à ce qu'il n'y ait plus d'oral, enfin plus de situation d'oral et pas d'exposé pour l'instant, le temps qu'il aille mieux. S'il s'agit d'une anxiété de séparation, tout faire pour qu'on n'arrête pas l'école, qu'il continue à aller à l'école, mais peut-être mettre du temps partiel pour que ça soit quand même plus gérable et qu'il puisse expérimenter d'aller à l'école sur des petits temps sans être trop angoissé. Voilà, ça peut se faire assez rapidement quand toute l'équipe pédagogique est bien au clair sur le fait qu'on adapte sur un temps donné. Pendant ce temps-là, on essaye de mettre en place des soins pour que la situation ne dure pas trop longtemps et qu'on puisse remettre en place une scolarité normale et à temps complet après. Mais avoir un interlocuteur privilégié qui comprend, qui est empathique, qui va faire un point régulier avec le jeune, je pense que ça peut être vraiment un moyen d'éviter une déscolarisation totale. Okay. Alors, je sais qu'à niveau de timing, Hélène, rappelle-moi à quelle heure tu dois… Bon, je passe 5 minutes près, mais ça serait bien que… D'accord, oui, parce que les questions pleuvent. Hein. Bon, d'accord. Non, je peux rester encore un petit peu. Après, oui, à toi de voir. Quoi. Donc, alors, c'est vrai que… On pourra peut-être te les poser par aussi, voilà, alors sachez que les questions vont se prendre un temps. Nous, après, au niveau de l'association, on va encore rester connectés. On va répondre aux questions auxquelles on pourra vous répondre. Et sinon, on pourra éventuellement les transmettre à Hélène. Si tu arrives à avoir le temps de nous envoyer des réponses. Je vois. Ça va pas être facile. Ouais. Alors, il y en a une, moi, qui me parle aussi, c'est conseillez-vous l'hospitalisation classique, car on nous propose que ça? Entre ça et rien, c'est vrai que peut-être il vaut mieux ça. En fait, pour moi, l'hospitalisation classique et à temps complet, elle est indispensable et nécessaire quand il y a des idées suicidaires et une dépression intense sous-jacente. Là, on ne peut pas avoir d'autres idées que l'hospitalisation à temps complet. Voilà. Sinon, pour moi, il faudrait développer d'autres stratégies parce que l'hospitalisation à temps complet, quand c'est une hospitalisation courte qui permet de faire le point sur la situation, pourquoi pas, mais il ne faut pas que ça dure longtemps. Enfin, il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Brigitte? On a du mal à s'y retrouver dans toutes les questions. Il y a une trentaine de messages encore en attente. Alors, j'en ai repéré une sur le harcèlement qui peut peut-être parler à beaucoup de monde. Celle-là peut-être, oui. Alors, dans le cas où, c'est une question de Marie-Christine, dans le cas où il y a eu du harcèlement important et un trouble post-traumatique, peut-on intégrer un dispositif similaire ou y a-t-il d'autres préalables avant? Difficile de généraliser la réponse parce que chaque cas est quand même un petit peu différent. Depuis avant 2 ans, j'avais très peu de jeunes sur mon unité qui me disaient avoir été victimes de harcèlement. Maintenant, c'est 98% des jeunes qui me disent avoir été victimes de harcèlement avant de venir. Mais attention, il y a harcèlement et harcèlement. Hein. Donc,
je ne vois pas, en tout cas, une majorité de jeunes avoir été victimes d'un harcèlement extrêmement grave comme nous, les adultes, on imagine. Ça, c'est plutôt minoritaire. Par contre, avoir vécu des difficultés relationnelles, s'être ressenti isolé, malmené relationnellement, ça, c'est quasiment tous les anxieux, en fait. Donc, quand il y a eu un harcèlement extrêmement grave, avec éventuellement une nécessité de changement d'établissement scolaire ou une nécessité de judiciarisation de la situation, je pense que peut-être, en effet, il vaudrait mieux mettre en place une prise en charge plutôt individuelle au début et voir si après, intégrer notre unité est une bonne idée ou pas. Quand il existe un certain nombre de stress post-traumatique, on fait, en tout cas moi je fais de la TCC parce que c'est mon outil, mais du coup ce n'est pas tout à fait la même TCC, donc du coup ce n'est pas forcément une bonne idée de venir sur cette unité-là, plutôt de... bon, moi j'ai la chance d'avoir une hospice de jour où je peux faire des soins beaucoup plus personnalisés sur mon autre hospice de jour, donc je la mettrai plutôt sur mon autre hospice de jour en faisant de la TCC sur le syndrome de stress post-traumatique et puis travailler la rescolarisation de façon plus personnalisée que de façon très standardisée comme il y a sur mon unité. Je dirais ça. Mais par contre, pour tous ceux qui ont vécu des difficultés relationnelles, voire s'être sentis isolés, voire avoir été humiliés sur les réseaux sociaux pendant le confinement, bon, ça, c'est mon quotidien. Ils sont sur mon unité, il n'y a pas de problème. Comme ça, ils partagent en plus leur expérience. Mais bien sûr, on va développer avec eux des stratégies différentes maintenant pour pouvoir mieux gérer tout ça. Alors, une autre question, peut-être, donc la TCC est la méthode de référence, mais que faire des adolescents réfractaires aux soins avec des profils cognitifs atypiques, tels haut potentiel, troubles associés, type TDAH? La question simple, c'est que faire avec des adolescents réfractaires aux soins, Voilà, ouais. quel que soit leur profil, en fait. Quel que soit leur profil, oui. C'est une grande question et c'est une question totalement d'actualité parce que depuis 2 ou 3 mois, je vois des profils d'adolescents arriver qui me regardent droit dans les yeux et qui m'expliquent qu'eux, ils savent ce qu'ils ont et que moi, je ne sais pas, puisque je suis psychiatre français, donc incompétente, puisque c'est ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Pas totalement à mauvais escient d'ailleurs, hein, les psychiatres français ne sont pas au top, je suis d'accord avec eux, mais... Et donc, ils me disent que de toute façon, ce que je vais leur proposer, ça n'est pas ce qu'il leur faut et voilà, merci, au revoir. Et bien là, moi, je suis bien en difficulté. Hein. On va éventuellement travailler avec les parents pour mettre en place des stratégies à la maison pour arriver à démanteler un peu ce cercle vicieux négatif qui est en train de se mettre en place. Bien sûr, on va quand même essayer de faire alliance avec ces jeunes. Pour certains, on va y arriver. Et pour d'autres, ils vont rester réfractaires. Et alors là, j'avoue que c'est un peu les échecs qu'on vit un peu tous les ans où, malgré ce qu'on a essayé de mettre en place avec les jeunes et avec les parents, on n'a pas réussi à accrocher, ils ne sont pas en accord. Parce que pour certains, on renonce totalement à l'idée de travailler le retour au collège. Pour certains, c'est pas ça on n'en est pas là. On en est à travailler l'alliance avec eux pour qu'ils viennent nous voir et qu'on essaye de trouver des objectifs dans leur vie. Donc, en faisant comme ça, pour certains, ça fonctionne. Et pour d'autres, non, ils ont besoin d'autre chose que de psychiatrie ou de psychologie. Donc, pour certains, on ne voit les parents que de temps en temps et on les guide pour que le quotidien ne soit pas trop pathologique, trop négatif. Et on attend qu'un déclic se passe, qu'une rencontre se passe, que d'autres choses se passent. Merci. Peut-être une dernière question, Hélène, à ce moment-là. Je peux prolonger de 10 minutes, si vous voulez. D'accord. Une question de Rachel. La psychologue de ma fille me demande de faire un test HPI pour aider à la thérapie. Y a-t-il un rapport entre potentiel intellectuel et phobie scolaire? Merci pour cette question très pertinente. Pour moi, non, aucun rapport. Mais pour beaucoup de psychologues, c'est l'explication à tout. À la phobie scolaire, au fait de ne pas être intégré socialement, d'avoir des mauvaises notes, même pour certains. Enfin, je suis totalement effarée du discours de certains psychologues ou de certains professionnels de l'éducation nationale sur le haut potentiel intellectuel. Il n'est démontré nulle part, dans aucun article scientifique et surtout dans aucun autre pays que la France, on parle de ce haut potentiel intellectuel comme une structure pathologique. Le haut potentiel intellectuel, c'est un fait, on a de bonnes capacités intellectuelles, point.
Normalement, d'avoir un haut potentiel intellectuel, ce n'est pas un problème. Ça devient un problème quand le haut potentiel intellectuel, quand les potentiels intellectuels sont hétérogènes, qu'on a des bonnes compétences dans certains domaines et des mauvaises compétences ou très mauvaises ou moins bonnes compétences dans d'autres domaines. Quand on a des bonnes compétences dans un domaine et qu'on a un 10 ou plusieurs 10, dyslexie, dyscalculie, dysgraphie, dysphasie, alors là, ça devient extrêmement compliqué à gérer. Donc, le problème, ce n'est pas le haut potentiel, c'est les autres troubles des apprentissages. Quand on a un trouble déficitaire de l'attention, eh ben, c'est un problème, le trouble déficitaire de l'attention pour la scolarité. Alors, certains vont faire des QI pour approcher ces difficultés attentionnelles, ce qui est du coup plutôt une bonne idée. Mais du coup, quand on retrouve un chiffre supérieur à 120, ça y est, c'est le haut potentiel qui explique le problème. Le problème, c'est de ne pas arriver à se concentrer, ce n'est pas d'avoir de bonnes capacités dans un domaine. Bon, voilà. Bon, alors, du coup, en France, il y a des livres qui sortent sur les enfants indigos, les enfants zèbres, qui sont des enfants avec des capacités hors normes, mais qui n'arrivent pas à s'insérer dans la société. Mais la plupart des jeunes, moi, que je vois, qui ont eu ce diagnostic-là posé par des gens qui ne sont en général pas des médecins, ils ont un TDAH, des 10 qui n'ont pas été diagnostiqués parce qu'au nom du HPI, on les a mis dans des cases différentes et du coup, ils n'ont jamais vu d'orthophoniste alors qu'ils ont une dysorthographie majeure ou une dyscalculie majeure. Ou alors, ils ont un trouble déficitaire de l'attention. Depuis qu'ils sont en CP, ils n'arrivent pas à se concentrer plus que 5 minutes et on ne les a pas aidés à développer des stratégies pour ça. C'est, pour moi, catastrophique. Vraiment, c'est catastrophique. Et alors, en plus, on a expliqué dans des groupes de parents et de jeunes à ces jeunes qui sont différents et supérieurs aux autres. Donc, je ne vous explique pas ce que j'entends en consultation de ces jeunes. C'est normal que je n'ai pas d'amis parce que je suis différent, parce que je n'ai pas les mêmes centres d'intérêt. Et puis alors, en plus, on ne les a pas du tout aidés à développer ces stratégies-là. Donc, ils s'isolent eux-mêmes dans leur stratégie. Donc, si la psychologue demande ça, là, est-ce que c'est pour aller rechercher un trouble des apprentissages? Alors là, d'accord. Si c'est pour rechercher une explication fumeuse, là, surtout pas. Et sachez quand même que la recherche d'un haut potentiel intellectuel en France, c'est un commerce. C'est 250, 350 € le test. Il y en a qui font que ça toute la journée. Et ils ne font rien d'autre. Voilà, une fois, si, après, ils les adressent dans des associations où vous devez payer la cotisation pour aller faire des stages à 600 € par mois. Pour apprendre à être différent, en fait. Ouais. Bon, excusez-moi, il est tard et donc j'ai plus trop de freins. Non, mais c'est ça nous arrive aussi. Je veux dire, on est conscient que ça reste une réalité. Ouais. On est de plus en plus confrontés à ces dérives, nous aussi, hein, sur le groupe ou dans l'association. Ouais. Voilà, je pense que là, voilà, ça défile les messages. Hélène, je pense que peut-être nous faire un message de clôture. Enfin, voilà, quel serait peut-être, voilà, pour toi, le message que tu aurais envie de passer encore ce soir? Message positif. Le message positif, c'est que nous, ils repartent à l'école. Hein. La plupart, on n'a pas 100% d'efficacité, mais on a une très bonne efficacité. Et puis, je trouve que ces jeunes qui arrivent dans un état émotionnel assez catastrophique au début, ils repartent à la fin de l'année, là, l'été, quand on les voit interagir entre eux, quand on les voit parler de leur expérience, nous, on réalise cliniquement et relationnellement le changement. C'est énorme le changement qu'ils mettent en place. Ils remettent en place des relations avec les autres jeunes. Ils ont repris contact, et ça, en général, assez rapidement avec les copains, les copines. Ils se remettent à rêver du métier qu'ils vont pouvoir faire. Et puis, bien sûr, de repartir en scolarité à temps complet, ça ne sera pas très, très, très facile, mais une fois qu'on a passé le premier mois, c'est la vie normale qui reprend pour eux. C'est vraiment un soulagement énorme. Pour vous illustrer un peu ça, lundi, j'ai vu une jeune qui était sur l'unité des refus scolaires anxieux lycée l'année dernière, qui allait vraiment, vraiment très mal. Et là, elle me dit, donc je la vois toutes les semaines, mais ça faisait 3 semaines, parce que j'étais en vacances, ça faisait 3 semaines que je ne l'avais pas vue. Et je lui dis, alors comment ça va? Elle me dit, bien, pourquoi?
Bah, je dis oui, pourquoi, c'est vrai. Bon, alors, le lycée, ça va comment? Elle me dit, ça va très bien, hein, ça va très bien. Bon, j'ai beaucoup de travail, hein, je me couche super tard parce que j'ai beaucoup, beaucoup de travail. Et tenez, je vous montre mes notes. Donc, elle a 16,67 de moyenne en ayant eu quelques pauvres cours sur mon unité, hein. Enfin, on n'a pas fait beaucoup de cours, hein. Donc, 16,67 de moyenne. Donc, elle est un peu déçue de sa moyenne en enseignement scientifique quand même. Et puis, je lui dis, bon, mais comment ça se passe les relations avec les autres? Parce qu'on a quand même travaillé ça pendant des mois, regarder les gens dans les yeux, interpeller quelqu'un que tu ne connais pas. Elle me dit, non, mais ça va bien, hein, pourquoi vous demandez ça? Je ne comprends pas, ça va très bien. Je connais tout le monde dans ma classe, je parle à tout le monde. L'autre jour, je suis allée manger avec eux à la sortie du lycée. Truc qu'on a travaillé pendant 8 mois, quoi. Un truc de malade. Mais ça y est, c'est du passé, c'est terminé. Elle est une lycéenne comme les autres, c'est fini. Je vois pas. Presque, elle va bientôt me dire arrêtez de. Moi, je veux plus vous voir parce que vous me rappelez des mauvais souvenirs. Je veux parler d'autre chose. Bon, ben voilà. Bon, moi, des consultations comme ça, c'est ça qui me fait vivre, hein. Enfin, en tout cas, qui fait vivre mon métier. C'est ça que je veux voir, quoi. Je veux voir des jeunes qui repartent dans une vie scolaire, mais aussi dans leur vie normale, qui refont des projets. Alors, on en a vraiment beaucoup. Pour vous dire, sur les 4 lycéens de l'année dernière, il y en a 3 qui sont dans cet état d'esprit-là et une qui n'arrive pas à redémarrer. Donc, on est quand même dans des pourcentages plutôt positifs. Ok. Enfin, donc, si vous pouviez d'abord reprendre de l'espoir avec vos proches, vos enfants qui souffrent de refus scolaire anxieux, bien sûr que c'est réversible. Il faut trouver les bonnes méthodes pour arriver à les aider à gérer leur anxiété et ça va repartir. Et puis, si vous pouvez, avec votre association, diffuser le fait qu'il y a des méthodes qui marchent et que ce n'est pas si compliqué que ça de les mettre en place, ben, je vous en serais très reconnaissant. Vous pouvez compter sur nous. Oui. Ok. Moi, je tiens vraiment à te remercier, Hélène. Ça a été très instructif. Alors, il y a plein de questions. On va se prendre le temps, pour ceux qui ont posé des questions, d'essayer d'y répondre après que Hélène puisse terminer sa journée, en quelque sorte. C'est ça. Voilà. Et merci du temps que tu nous as accordé. C'est vraiment génial. Merci beaucoup. Je reste un petit peu parce que j'aime bien voir les merci. Et puis après, je vais aller manger. Non, mais c'est assez horrible, les sessions Zoom, on n'a pas trop de retours. Donc, je regarde un peu les commentaires et puis j'y vais. Allez, bon courage. Je te laisse vraiment voir tout ce qui arrive, c'est en train de défiler. C'est tout. Voilà, je l'ai demandé, alors c'est trop facile. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Ok, alors ce que je vais faire, voilà, je vais me prendre. On va clôturer peut-être ça. Tu as encore quelque chose à rajouter, Odile, par rapport à ce qui s'est. Non, je pense que c'est une intervention effectivement très intéressante. Hélène parle toujours avec le cœur, un peu avec ses tripes de ce qu'elle ressent. C'est super. On a noté que, en fait, c'est ce que l'on ressent sur le groupe. Le haut potentiel est toujours une question très touchy, très compliquée à aborder. Ce que l'on préconise nous aussi, c'est ces bilans HPI, c'est une chose, mais là où il faut creuser, c'est sur les bilans HPI hétérogènes. Les jeunes HPI vont bien normalement. Lorsqu'ils commencent à ne pas aller bien, il faut creuser. Il faut creuser dans des bilans, creuser les troubles 10, les troubles TSA, ne pas se contenter justement de rester sur ces bilans HPI. Et je pense que là, c'est vraiment, en fin de compte, de se référer à la feuille de route de l'association qui est disponible sur notre site et qui est en libre téléchargement. Et nous, on invite vraiment à la télécharger et à l'imprimer. C'est vraiment très utile, un vrai fil conducteur pour vous aider dans vos démarches. Alors, sur ce, voilà, je vais stopper l'enregistrement. Donc, déjà, pour se prendre le temps à répondre à toutes les questions qu'on a eues.